Avec Marie-Claire et France Info. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 5 pour cette grande soirée de la Fabrique du Mensonge, soirée événement en partenariat avec le magazine Marie-Claire et avec France Info. C'est l'histoire d'un procès qui aurait pu rester cantonné aux pages People et faits divers des magazines, celui de l'une des dernières grandes vedettes d'Hollywood, le comédien Johnny Depp, célèbre pirate des Caraïbes, idole de plusieurs générations, contre son ex-femme, l'actrice Amber Heard. L'histoire d'un couple qui se déchire, d'un divorce de star sur fond de violence conjugale. Ça aurait donc pu être ça. Mais c'est une histoire qui a pris une toute autre dimension. Par la violence et le harcèlement dont Amber Heard a été l'objet sur les réseaux sociaux, elle s'est transformée en une sorte de procès anti-MeToo, comme une revanche de certains hommes 5 ans après la libération de la parole des femmes, comme un retournement de situation quand c'est l'homme suspecté de violence qui porte plainte contre son ex-femme et que le procès, retransmis en direct sur YouTube, devient le défouloir des masculinistes, ces hommes persuadés d'être devenus les dominés de la société et qui cherchent à reprendre le contrôle sur les femmes. On se retrouve pour en débattre sur ce plateau avec nos invités. Juste après cette enquête édifiante, Johnny Depp Amber Heard, la justice à l'épreuve des réseaux sociaux, documentaire signé Cécile Delarue avec François Benessiano. Johnny Depp contre Amber Heard. L'histoire de deux stars d'Hollywood qui s'accusent de violence conjugale lors d'un procès pour diffamation diffusé en direct sur Internet. C'était le procès du siècle des réseaux sociaux. Un procès qui s'accompagne d'une campagne de haine et de dénigrement en ligne sans précédent contre Amber Heard. That's correct. Yes, it's Amber Laura Heard. L'idée, c'était de détruire la vie de quelqu'un pour rire, et surtout détruire la vie d'une femme. Le péché originel de la haine en ligne, c'est la misogynie. Derrière ces railleries habituelles des réseaux sociaux se cache en réalité une campagne orchestrée par des groupes d'hommes en colère qui depuis des années font de la haine contre les femmes leur priorité, les masculinistes. Dans la tête des masculinistes, il y a cette idée que les femmes veulent prendre le pouvoir, les écraser. I say that women should bear some responsibility for being raped. If I can't have you, girls, I will destroy you. Ça n'est pas la glorieuse masculinité traditionnelle, c'est une masculinité du ressentiment. Men and women are not created equal. Des hommes pour qui le procès a été l'occasion inespérée de remettre en cause la parole des femmes et qui ont réussi à faire basculer l'opinion. Nous étions à un point où l'opinion publique avait basculé en faveur de MeToo. Mais avec l'affaire Amber Heard, Johnny Depp, on revenait en arrière. Chaque avancée d'égalité des sexes ou de liberté des femmes se traduit toujours par de la résistance. Un procès qui a été la toile de fond d'une campagne de désinformation et de propagande. Un harcèlement en ligne qui n'a qu'un but, faire taire les femmes. Heard, elle a vraiment été une espèce de catharsis, quelque part, pour les sphères masculinistes. Pour tout vous dire, je savais que ça se passerait mal. Je savais que ça allait être un bordel monstre. Comment les masculinistes sont-ils parvenus, via le procès, à imposer leur récit dans l'opinion publique, à bousculer le mouvement MeToo et à conforter une violence systémique contre les femmes. Amber Heard loses her mind. That stupid fucking bitch. Bienvenue dans la Fabrique du Mensonge. Welcome everybody to Long Crime Daily. I'm Jesse Weber. Big news Monday in the long-running feud between actress Amber 19 décembre 2022. Actor Johnny Depp. You likely remember their defamation cases against each other. 6 mois après sa condamnation, Amber Heard arrête la bataille. Amber Heard announced Monday that she has reached a settlement with Johnny Depp. Il n'y aura pas de deuxième procès. Mais sur Instagram, elle dénonce le harcèlement qu'elle a subi. J'ai défendu ma vérité. Et en faisant cela, ma vie telle que je la connaissais a été détruite. Le dénigrement que j'ai subi sur les réseaux sociaux est une version amplifiée de la manière dont les femmes sont persécutées quand elles prennent la parole. Personne n'a vraiment fait le récit de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué là. Amber Heard, mais je ne sais même pas comment elle a pu encaisser
de tels niveaux de violence. Enfin, il faut imaginer ce que c'est ce qu'a dû être la vie de cette femme, et encore peut-être aujourd'hui, de se lever tous les matins et d'être assaillie, submergée par des torrents de haine. La journaliste Nadia Dam parle en connaissance de cause. À des milliers de kilomètres d'Amber Heard, elle a subi la même épreuve. Suite à une de ses chroniques radio, elle a été victime d'un raid numérique. Son histoire raconte cette mécanique de haine en ligne qui ne cible pas uniquement les stars d'Hollywood, mais des milliers de femmes partout dans le monde. Très vite, ils ont réussi à tout trouver. Mon compte en banque, l'adresse du père de ma fille, dont j'étais séparée depuis 10 ans, l'adresse du collège de ma fille, mon adresse à moi, l'étage. L'étage, comment ils font? J'ai déménagé 3 fois. Ces hommes s'en prennent à elle pour un texte dénonçant 2 semaines après le début du mouvement MeToo, le cyberharcèlement subi par des féministes via le site jeuxvideo.com. Eh oui, heureux qui, comme Ulysse et ma maman, ne disposent pas de connexion Internet et n'ont donc pas la tristesse de connaître l'existence du forum 1825 sur jeuxvideo.com. C'est un forum qui, comme son nom ne l'indique... En 2 heures, son téléphone est saturé d'insultes, de menaces de mort et de viol. Les messages de haine se multiplient sur le forum jeuxvideo.com. Dès le lendemain, Nadia Dam porte plainte. Les attaques durent 2 ans. C'est de la violence en groupe. Certains d'entre eux, d'ailleurs, se désignaient aussi comme une armée. Et comme dans toutes les armées, il y avait des chefs qui envoyaient tel ou tel mec s'acquitter de telle ou telle basse besogne. Bah, toi, tu vas faire ça. Toi, tu t'occupes de tel compte. Et il y avait toujours un ou 2 mots pour les autres pour leur dire « les mecs, on va la violer ». Donc ils se parlaient entre eux, quoi. Ils savaient exactement où ils allaient, ils voulaient la même chose, c'est-à-dire me faire vivre un enfer, me faire du mal physiquement. Et c'est ça, le joug qui s'exerce sur une femme, c'est qu'elle ait peur. Même pas besoin d'agir, c'est juste qu'elle soit inquiète, quoi, l'inquiétude permanente. C'est tout simplement une attaque coordonnée où on va demander à tous ses suiveurs d'aller harceler sur un compte social spécifique et d'essayer, encore une fois, de casser, de briser les personnes qu'on cherche à attaquer. C'est vraiment une manière de silencier et une manière d'auto-censurer aussi les femmes. Parce qu'une fois qu'on se prend un raid, on n'a plus envie d'être sur Internet. On n'a plus envie de s'exposer et de prendre la parole. 6 hommes sont finalement poursuivis, tous seront condamnés. Parmi eux, certains n'avaient même pas écouté la chronique. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de faire des petits montages de moi en train de me faire violer ou de moi en train de me faire égorger, mais ils n'ont pas pris le temps d'écouter une chronique d'1 minute 40. Et quand on leur demandait « mais pourquoi vous êtes énervé à propos d'une chronique que vous n'avez pas entendue ?» ils disaient « c'est mon copain qui m'a dit que c'était dégueulasse ce qu'elle a dit, la dame ». Quand le procès Johnny Depp-Amber Heard explose sur les réseaux sociaux au printemps 2022, Nadia Dam y retrouve des procédés familiers. Le récit qui a été fait de ce procès était quand même fou. Et si moi, à 42 ans, ça m'a perturbée, j'ose imaginer, enfin je l'imagine très bien parce que je l'ai vu de mes propres yeux, ce que ça a produit sur les plus jeunes. C'est-à-dire qu'évidemment que ça les a convaincus de l'innocence de ce mec, de l'extrême culpabilité, de la duplicité d'Amber Heard, tout ça. Enfin, le script était livré là comme ça, et il suffisait de l'avaler et de le digérer. Un scénario pour faire taire les femmes. Une histoire dont il faut en réalité aller chercher l'origine quelques années en arrière, à la sortie d'un tribunal aux États-Unis. Tout commence le 27 mai 2016 par une histoire de magazine People au tribunal principal de Los Angeles. Un lieu connu pour avoir été au centre d'affrontements judiciaires médiatiques, comme le procès du criminel Charles Manson ou du sportif O.J. Simpson. Ce jour-là, c'est une simple affaire de divorce qui motive les photographes à se déplacer. Un divorce de star, comme adore la presse à scandale.
La première chose qu'on a vue, c'est une alerte du magazine People TMZ. Et là, on s'est dit, d'accord, là c'est une des plus grandes stars. On doit couvrir ça, comprendre ce qui se passe. Et donc, on a sauté dessus. L'actrice Amber Heard est dans les locaux. Depuis 5 ans, elle partage la vie d'une des dernières grandes stars d'Hollywood, Johnny Depp. L'acteur le mieux payé au monde est connu pour son rôle mythique dans la série de films grand public Pirates des Caraïbes, la saga de Disney, et pour être égérie de marques de luxe. C'est pas n'importe quel homme, c'est Johnny Depp. Et Johnny Depp, pour ma génération et les générations plus jeunes, ça a été une des plus grandes stars hollywoodiennes, une icône, un homme extrêmement beau qui peut avoir toutes les femmes, etc. Amber Heard, on la connaissait moins bien. C'est une femme qui est très belle, mais qui est une starlette. Elle n'est pas au même niveau en tant que célébrité. Au bout de quelques heures, l'affaire prend une autre tournure. Amber Heard finit par sortir du tribunal. Elle est allée au tribunal et elle avait ses bleus. Et ça avait fait sensation quand même. C'était assez choquant à voir. On s'est dit, mon Dieu, mais est-ce que cet homme qu'on a aimé est-il capable de faire ça? C'était choquant. C'est quand même Johnny Depp, le capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Comment est-ce qu'il peut faire ça à une femme? Des bleus au visage. Très vite, les photos du dossier judiciaire fuitent dans la presse. Comme sa déposition, où elle parle d'un smartphone lancé sur elle par Johnny Depp. People, l'un des hebdomadaires les plus lus aux États-Unis, fait sa couverture sur l'affaire. Le fait que le magazine People prenne les photos et qu'ils les mettent à la une, généralement ils savent de quoi ils parlent. Ils ont toujours de bons scoops. Donc si eux le sortent, c'est crédible. Le réflexe premier, c'est plutôt, je pense, d'abord de penser que c'est un truc de People. Le fait de parler des violences conjugales n'était pas encore une évidence du tout. Ça l'est toujours pas, mais ça l'était déjà pas du tout à ce moment-là. On n'était pas encore dans une lecture systémique des violences faites aux femmes. C'est pour ça que Amber Heard, à l'époque, n'a pas trop bénéficié de soutien. Et puis l'histoire s'est tassée, nous sommes passés à autre chose. En ce mois de mai 2016, si la presse passe à autre chose, sur les réseaux sociaux, les discussions sont différentes. Une bataille s'engage. Ceux qui croient Amber Heard face à ceux qui mettent en doute les bleus et la sincérité de l'actrice. On entend tous ces hommes, toutes ces femmes qui manipulent les hommes, qui veulent des hommes pour leur argent. C'est ce qu'on a reproché à Amber Heard. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis une gold digger. C'est-à-dire une femme, en fait, qui en veut à l'argent de cet homme-là, en fait. Les gens ne veulent pas y croire. Ils préfèrent dire non, ça n'a pas pu arriver. Cela leur permet d'avoir une plus belle vision du monde. Pour certains défenseurs de Johnny Depp, cette histoire n'est pas une anecdote légère. Au contraire, c'est un symptôme de tout ce qu'il reproche à la société et aux femmes en particulier. Pourquoi Johnny Depp te taperait avec un iPhone alors qu'il peut utiliser sa main? Si Johnny Depp, l'incarnation du mal alpha, peut se faire démolir, alors qu'est-ce que ça peut être pour moi? Ça me fait peur. Ils partagent leur énervement en ligne sur un site de discussion où la modération est quasi inexistante et les échanges très violents, Reddit. Le site Reddit est probablement l'un des plus grands forums planétaires, historiques de l'Internet, avec une audience absolument spectaculaire. Une des forces de Reddit, c'est de permettre à des communautés de s'organiser sur des sous-forums. Et donc des communautés marginales arrivent à agréger leurs audiences. Cette communauté en question, qui partage une même haine des femmes et qui se retrouve sur le sous-forum Red Pill, appartient à un mouvement très ancré sur Internet, les masculinistes. Le masculinisme, c'est un militantisme réactionnaire. Ça s'appuie sur les idéologies antiféministes. Un masculiniste, il est persuadé qu'il est dans une position de dominer et qu'il doit retrouver sa position dominante. C'est pour ça d'ailleurs que le masculinisme est très empreint de conspirationnisme. C'est un petit peu l'idée que les femmes complotent au renversement de leur place. Parmi ces masculinistes, des hommes au profil différent.
certains frustrés et renfermés, et d'autres plus virilistes, persuadés d'être supérieurs aux femmes. Men and women are not created equal. That's why a man is called a man, and a woman is called a woman. Enough man-hating, enough pathology, enough bringing disgrace on us as a gender. So feminism has made women alcoholics. Well, let's back up here. Radical feminism, I think, has made women miserable. I do think there's a link there. Des hommes parfois prêts à légitimer le viol, comme le Britannique Andrew Tate. I say that women should bear some responsibility for being raped. I'd like to take this time and explain what I was saying in long format video. Ou de jeunes isolés appartenant à la communauté des incels, pour Involuntary Celibate, les célibataires involontaires en français. Des hommes obsédés à l'idée de punir les femmes, qu'ils tiennent responsables de leur misère sexuelle, et qui sont considérés comme une menace terroriste par le département de la sécurité intérieure des États-Unis. Les incels, ce sont des dizaines de milliers de personnes, membres d'une communauté très active, très engagée, qui communiquent en permanence. Dans leur bataille pour faire des femmes des esclaves sexuels, ils savent qu'ils doivent discréditer le droit des femmes en général. Et ils le font en diffusant des récits misogynes, en particulier sur les réseaux sociaux. Des hommes parfois prêts à commettre des attentats ciblant les femmes, comme Elliot Rodger, qui a diffusé en 2014 cette vidéo sur YouTube avant de tuer 6 personnes, d'en blesser 14 autres et de se suicider. If I can't have you, girls, I will destroy you. Je pense qu'on ne peut pas comprendre en fait ce qui se passe autour des questions féminisme, masculinisme, etc. si on ne comprend pas qu'au cœur du problème, il y a la volonté de faire valoir un rapport de force. Force physique, force mentale, force psychique, mais vraiment une volonté d'écrasement en fait. En cette année 2016, au moment où Amber Heard montre ses bleus, les masculinistes trouvent pour la première fois un allié de poids, le candidat en campagne Donald Trump, capable de prononcer les pires propos sexistes, comme le montre cet enregistrement réalisé à son insu. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. C'est un niveau de vulgarité inhabituel dans le discours politique, mais aussi un niveau de violence sexiste explicite. Et les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance à s'autoriser et à autoriser ses électeurs et ses électrices à être d'un sexisme revendiqué, décomplexé. Well, obviously it's great outer beauty. I mean, we could say politically correct that the look doesn't matter, but the look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. Pour les masculinistes, Donald Trump fait figure de sauveur. Cette guerre contre la masculinité dure depuis bien trop longtemps et notre seul espoir de l'arrêter maintenant est Trump. Il est l'incarnation de tout ce qui est masculin. Si Trump devient président aux États-Unis, l'Occident sera à son image. Reprenons notre virilité en main. En fait, ça n'est pas la glorieuse masculinité traditionnelle, c'est une masculinité du ressentiment. Et ça se traduit politiquement. Le 8 novembre 2016, malgré la douzaine d'accusations de harcèlement ou agression sexuelle qui s'accumulent contre lui, Donald Trump est élu président. Une victoire pour les masculinistes qui vont bientôt se servir d'un mouvement féministe inédit. « 5 octobre 2017. Un mouvement sans précédent qui va bouleverser le monde entier démarre à Hollywood. The new headline tonight involving one of the most powerful figures in Hollywood. The New York Times alleges that Harvey Weinstein is guilty of decades of sexual harassment. Many famous actresses came out over the weekend disavowing the Hollywood producer's decades of alleged sexual harassment. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Léa Seydoux, des dizaines d'actrices sortent du silence pour accuser le producteur américain Harvey Weinstein d'agression sexuelle ou de viol. Plus de 80 femmes sont concernées. Ça faisait des décennies que ces méfaits étaient étouffés, non seulement par son entourage, mais par le tout Hollywood qui gardait le secret. Les gens respectables, les gens qu'on voit au cinéma, les producteurs. Si on s'aperçoit que eux aussi, eh bien là, ça remet en cause l'ordre du monde.
Dans la foulée, le 15 octobre, l'actrice Alyssa Milano publie un message sur son compte Twitter. Si on vous a harcelé ou agressé sexuellement, écrivez MeToo comme réponse à ce tweet. En quelques heures, son message fait le tour du monde et est repris massivement. Les détails sont trop douloureux, mais moi aussi. Des millions de femmes, sur tous les continents et dans toutes les langues, dévoilent publiquement ce qu'elles taisent même parfois à leurs proches. Elles ont été agressées, elles ont été violées, elles aussi. Le mouvement MeToo est né. MeToo, c'est une rupture historique. On est dans l'histoire, c'est-à-dire dans le politique. La voix des femmes a été tellement forte, puissante et en colère qu'on n'a pas pu faire autrement que de nous entendre. C'est surtout un mouvement qui permet à la parole d'avoir un espace. C'est une compréhension en démocratie qu'on peut faire sauter un verrou de la peur contre quand même cette domination machiste et patriarcale. En 2 semaines, le hashtag MeToo est partagé 1 300 000 fois. Cette prise de conscience devient instantanément mondiale par la force des réseaux sociaux. Il y a eu cette mise en relation à travers du hashtag de toutes ces femmes qui se sont exprimées, qui ont pu faire front commun. Les réseaux sociaux, c'est une amplification de la sphère médiatique. Ce qui est d'ailleurs très intéressant du point de vue du féminisme, c'est comment ça traverse les frontières. C'est totalement nouveau. Acteurs, patrons de studios, réalisateurs, présentateurs télé, chanteurs, producteurs. Aux États-Unis et à Hollywood en particulier, la vague de témoignages entraîne une vague de licenciements. Il commence à avoir un peu tout ce discours de on peut plus rien dire, on peut plus être avec des femmes dans les ascenseurs parce qu'on sait jamais ce qui pourrait se passer. Et il y a eu une espèce de climat de peur qui s'est installé dans tous les studios hollywoodiens. Il y aurait eu environ 250 hommes qui ont été punis, soit légalement, soit qui ont été virés par le studio ou par leur entreprise à Hollywood. Pour les masculinistes, c'est une chasse aux sorcières. 2017, c'est un commencement, et c'est un commencement extrêmement important qui a terrorisé les masculinistes. En fait, par réaction de défense, quelque part, la violence à l'égard des féministes et des femmes de manière générale, à certains égards, s'est décuplée après MeToo. Au même moment, Amber Heard affiche sur les réseaux sociaux l'image d'une femme épanouie, à la carrière en plein essor, et y partage ses engagements féministes. But our world is changing. Standing shoulder to shoulder as women, we comprise a vast army of voices, and we can no longer accept silence. Here at the L'Oréal. Here we go. Porte-parole de l'ONU pour les droits de l'homme, elle n'évoque toutefois plus l'affaire et ne mentionne plus le nom de Johnny Depp. Une clause de son divorce l'empêche d'en parler. Ce qu'elle ne dit pas non plus, ce sont les violentes attaques qu'elle subit, en particulier sur la messagerie privée de son compte Instagram. Ce qui est assez particulier avec Instagram, c'est que contrairement à d'autres plateformes, on peut très facilement envoyer un message à n'importe qui sur Instagram, et notamment des grandes stars. Donc quelqu'un qui va être exposé, encore une fois, à un énorme bad buzz, il va recevoir des torrents de messages. Pute, crève, chatte, salope. Le centre de lutte contre la haine numérique, que dirige Imran Ahmed, a eu accès à cette messagerie privée d'Amber Heard. Tous les 2 ou 3 messages, il y avait des menaces de mort, des vidéos, des images sexuelles, en un mot, de la misogynie. Le genre de message que personne ne devrait recevoir. J'espère qu'on va t'assassiner, sale menteuse de merde. T'es putain de bonne, mais tu es une salope pour tout ce que tu as fait à Johnny, espèce de pute de merde. Si un homme vous envoie une vidéo où il se masturbe, sur une photo de vous, sans votre accord, on pourrait penser qu'à ce moment-là, Instagram va bannir cette personne. Mais 9 fois sur 10, ils ne font rien. Même si on est très puissant, ce genre d'agression te fait te sentir minuscule, terrifié. Quoi que vous ayez réussi dans la vie, ce que les agresseurs vous disent, c'est « je peux toujours te faire te sentir comme une merde. Je peux contrôler ta peur. » 18 décembre 2018. Plus d'1 an après MeToo, Amber Heard, en pleine promotion pour la sortie d'Aquaman,
un film de super-héros dont elle a le premier rôle féminin, se décide à contre-attaquer. Elle publie un édito dans le Washington Post. J'ai dénoncé la violence sexuelle et j'ai fait face à la colère de notre culture. Cela doit changer. Amber Heard dénonce le cyberharcèlement et raconte ce qu'elle subit depuis le jour où les premières photos sont sorties. J'écris ce texte en tant que femme qui a dû changer de numéro de téléphone chaque semaine parce que je recevais des menaces de mort. Elle ne nomme jamais son ex-mari, mais tout le monde comprend de qui il s'agit. J'ai eu le rare privilège de voir en temps réel comment les institutions protègent les hommes accusés d'abus. Dans cet article, elle ne dit pas « Johnny Depp a abusé de moi ». Elle dit « Je suis un exemple de victime de violences domestiques ». Et donc elle raconte à quel point ça a été difficile pour elle qu'on ne la croie pas, qu'on s'en prenne à elle. Bien sûr, tout ce qu'elle disait dans cette tribune était vrai. Et ce harcèlement est devenu encore plus vrai après sa publication. Johnny Depp porte plainte pour diffamation contre Amber Heard. Il récuse ses accusations. Selon lui, les mots employés par son ex-femme nuisent à son image et à sa carrière. Quelques mois plus tôt, il avait déjà porté plainte pour le même motif contre le tabloïd anglais The Sun, qui se demandait comment un homme qui bat sa femme pouvait encore être à l'affiche du prochain film de la saga Harry Potter. Comment J.K. Rowling peut-elle se dire vraiment heureuse d'embaucher un cogneur de femmes ? On se disait, ah oui, en fait, il porte plainte contre tout le monde maintenant. Les procès pleuvaient. Pour mener ses actions en justice, Johnny Depp s'appuie sur son avocat, un certain Adam Waldman, à qui il a donné une mission: résoudre ses problèmes financiers et sauver sa carrière, en déclin avant même son divorce. Depuis plusieurs années déjà, Johnny Depp n'est plus l'acteur le plus rentable d'Hollywood. Il y a des gros problèmes autour de Johnny Depp, et notamment tous ces problèmes financiers qui sont colossaux quand même. Et le fait qu'il est ingérable et que les assurances n'ont pas très envie de couvrir Johnny Depp pour un gros projet. Avec les 2 plaintes en diffamation, il cherche à redorer son image. Si on est dans cette logique-là, c'est que l'idée, c'est qu'on est au-dessus de la loi ou à côté de la loi. Ça s'appelle l'impunité. Les procès en diffamation, c'est une technique masculiniste de base. C'est-à-dire qu'effectivement, de se défendre en accusant l'autre de vouloir nuire, en accusant l'autre de vouloir mettre à mal la carrière, etc., c'est vraiment le réflexe masculin premier. Les 2 procès à venir donnent aux anti-MeToo l'occasion de passer à l'offensive. Leur objectif, montrer qu'une femme ment, pour en déduire que toutes les femmes mentent. Début 2020. L'affaire Depp-Heard ne fait plus la une des journaux. Le cycle de l'information people, il tourne en permanence. Et à ce moment-là, leur divorce s'était noyé dans la masse de l'actualité. Loin des médias traditionnels, Adam Waldman, l'avocat de Johnny Depp, cherche de nouveaux relais d'influence. Il se rapproche de youtubeurs masculinistes. Il sait que potentiellement, ça va marcher. Parce que beaucoup de gens ont déjà ce réflexe de penser que les médias généralistes montent et que le petit youtubeur va lui être dans une posture de rétablissement de la vérité. C'est malin, c'est très conspirationniste en fait comme fonctionnement. Ces youtubeurs, qui se cachent derrière des pseudonymes, ont une occupation, mener des mini-enquêtes. Ces influenceurs masculinistes en ligne veulent rétablir la vérité, entre guillemets, en essayant de lever le voile sur ce qu'on nous cacherait de cette affaire dans le fond. Ils vont aller vraiment fouiller tout Internet, des forums, traduire, zoomer sur des photos, essayer de passer en négatif. Ça va très 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 loin. My goal here is to use these testimonies, various surveillance video clips, hard evidence, and a little common sense to help demonstrate what I believe to be the more likely scenario and situation that occurred that week. Ils ont l'impression de participer un peu à la marche du monde, ce qui est normal. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette appétence pour un petit peu l'exclusivité, la participation à cette diffusion d'informations peut être manipulée. Parmi ces youtubeurs, That Umbrella Guy, qui consacre une vidéo par jour à l'affaire. So today, we return to that wonderful world of Johnny Depp coverage. Et aussi un certain Brian Fella. Hey everyone. I know it's been a while, L'homme se présente sous les traits d'un bonhomme dessiné
et se décrit lui-même comme acteur, artiste, rêveur et journaliste à mi-temps. Sur sa chaîne YouTube, Incredibly Average, il multiplie les vidéos et n'aborde qu'un seul sujet, l'injustice subie selon lui par Johnny Depp. Les mouvances masculinistes sont très forts dans la veille de l'actualité. C'est un peu leur mode opératoire, c'est-à-dire de chercher les séquences qu'ils pourraient exploiter, encore une fois, pour les clics et pour promouvoir leur idéologie. En cet hiver 2020, Brian Fella annonce détenir une preuve sans précédent, celle qui prouverait définitivement la culpabilité d'Amber Heard. I think what you're about to watch or listen to is the single biggest and most damning piece of evidence yet. Habitués à la violence l'un envers l'autre, les deux stars ont enregistré leur dispute sur les conseils de leur thérapeute conjugal. Brian Fella ne dit pas comment il a eu accès à ces documents, mais selon lui, ils sont la preuve de l'innocence de Johnny Depp. Seule Amber Heard serait violente. I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. You know, even a lot of fights have been around a long time. I know. Yeah. No, when you fucking have a closed fist. You get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. Cette vidéo est truffée d'éléments contestables. L'enregistrement d'origine a été coupé et manipulé. Dans la vidéo, Depp est présenté comme une victime qui demanderait à ce que la violence s'arrête. Et Heard répliquerait qu'elle ne pourrait rien promettre. There can be no physical violence. I can't promise you that I'll be perfect. I can't promise you I won't get physical again. Cet échange est un montage, comme le montre la transcription officielle de la discussion, divulguée depuis par la justice. En réalité, Johnny Depp et Amber Heard reconnaissent tous les deux de la violence dans leur couple. There can be no physical violence towards each other. About the physical violence. Amber Heard ne prononce la phrase montée dans la vidéo que 7 longues minutes plus tard. There can be no physical violence towards each other. I can't promise you that I'll be perfect. I can't promise you I won't get physical again. Une phrase prononcée lors d'un échange où les deux acteurs tentent de se réconcilier. Mais Brian Fella parvient à transformer le récit. Son but, c'est de réinstaurer un rapport de domination. Pour justifier qu'on réinstaure un rapport de domination à la faveur de l'homme, il faut faire croire à une fable. Et cette fable, c'est quoi? C'est que l'homme est persécuté par les femmes. C'est que l'homme est par essence une victime. Sur les réseaux sociaux, on peut impunément dire n'importe quoi. Pas seulement des mensonges, pas seulement des fake news. Et qu'est-ce qu'il en restera? Du bruit. Et ce bruit, il empêche d'entendre autre chose. Comment le youtubeur a-t-il pu obtenir ces échanges privés? Un début de réponse pourrait se trouver dans cette audition, enregistrée à distance par la justice américaine, enquêtant sur la plainte en diffamation de l'acteur. L'avocat de Johnny Depp, Adam Waldman, reconnaît avoir communiqué avec des youtubeurs. Have you communicated with a social media user who goes by the name That Umbrella Guy? I've had several phone calls with the person who goes by the name That Umbrella Guy. I don't actually know his real name. Have you communicated in a similar fashion with someone on social media who goes by the name That Brian Fella? Yes. L'avocat reconnaît, sans donner de détails, avoir fait fuiter des informations. I've provided information episodically to what I would call internet journalists. And I'll define that as journalists who are not affiliated with, you mentioned, I think, NBC a moment ago, or a mainstream media outlet. C'est une technique de désinformation assez classique. Le b.a.-ba, c'est d'arriver à cacher qui vraiment est derrière une information. Parce qu'évidemment, si vous savez que c'est Johnny Depp qui diffuse ce genre d'éléments, on va dire qu'il y a une intentionnalité derrière. Donc on va prendre ça comme peut-être pas vraiment vrai, peut-être biaisé, etc. Très vite, la vidéo de Brian Fella est vue sur YouTube des centaines de milliers de fois. Et sur Twitter, l'extrait de l'échange trafiqué est vu plus de 2 millions de fois. Elle passait pour une menteuse, pour une manipulatrice, pour quelqu'un d'aussi horrible, voire pire que l'image qu'elle donnait de lui. Les internautes qui ont pris part à ça avaient l'impression d'être sur du matériel exclusif, d'être du côté des enquêteurs, de faire quelque chose de bien au final, de révéler la vérité, alors qu'en fait ils ont été instrumentalisés.
En diffusant des informations confidentielles, Adam Waldman parvient à faire circuler un autre récit sur les réseaux sociaux et continue, à quelques semaines du premier procès qui doit s'ouvrir à Londres, à semer le doute. « 7 juillet 2020. Londres, quelques semaines après la fin du confinement. Johnny Depp et son avocat Adam Waldman arrivent au tribunal pour le premier procès en diffamation, celui qu'ils ont intenté contre le Sun. Si les photographes et la presse à scandale sont présents, les médias généralistes et l'opinion publique se désintéressent de l'affaire. Il y avait un côté un peu prétentieux des médias, particulièrement en France aussi, où on s'est dit mais pourquoi aller foutre notre nez là-dedans, ça ne nous regarde pas, c'est du privé, l'intime n'est pas politique, et donc c'est ça qui a complètement péché du côté de notre profession. Mais en fait, ces trucs-là qui paraissent un peu dérisoires, quand ils sont surinvestis par des sphères réactionnaires, eh ben ça leur permet de marquer vraiment beaucoup de points. C'est exactement ce que font les fidèles de Johnny Depp. Profiter du procès pour fédérer le plus de soutien autour de lui. Pour y parvenir, ils utilisent un outil mis à leur disposition par Twitter, le hashtag. Un mot-clé précédé du symbole dièse, hashtag Justice pour Johnny Depp. Un hashtag, ça fonctionne comme un drapeau. C'est-à-dire que ça permet de se reconnaître sous ce drapeau. C'est une manière de constituer une sorte de communauté virtuelle. Leur méthode pour faire grossir leur communauté, tweeter le plus possible et le plus rapidement possible avec ce hashtag pour être détecté par l'algorithme qui le fera remonter automatiquement en tendance la liste des sujets mis en avant par la plateforme. Faisons monter ça en tendance. Je veux voir son innocence en tendance. Il suffit de quelques centaines de personnes, voire quelques milliers de personnes, qui se coordonnent sur Twitter, mais sur un moment extrêmement étroit, pour faire monter un phénomène, un hashtag, dans les tendances. Les gens malveillants savent comment ça marche. Ils savent comment fonctionnent les tendances, que s'ils utilisent certains hashtags, certains mots, cela fera monter leur contenu dans le fil d'actualité de plein d'autres internautes. Si vous êtes capable de faire croire à cet algorithme qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre, il va commencer à recommander ce type d'argumentaire à tout un ensemble de gens qui ne sont pas forcément connectés dans votre environnement proche. Pour amplifier le mouvement Justice for Johnny Depp, les soutiens de l'acteur ne s'en tiennent pas là. Ils dégainent une autre arme, des robots, des bots. Un bot, c'est un petit programme informatique qui va agir sur un réseau social comme agirait un humain. Donc il est programmé pour poster des messages, pour répondre. Selon une étude de la société spécialisée Bot Sentinel, 6000 bots auraient posté le hashtag Justice for Johnny Depp. Au cours du procès, il est utilisé près de 600 000 fois. Dans une polémique comme Johnny Depp Amber Heard, en créant une fausse foule via des robots initialement, on a pu profiter et conditionner un petit peu l'opinion publique dans une certaine direction. Quand Amber Heard, appelée à témoigner à la barre, prend la parole devant les portes du tribunal, à la différence de Depp, elle n'est pas acclamée, elle est chahutée par le public. After obtaining a restraining order in 2016 and finalizing my divorce, I just wanted to move on with my life. Pourtant, face à la justice britannique, la réalité est différente. Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd le procès en diffamation contre le Sun. Dans son jugement rendu public, la Cour anglaise estime, à la suite de plusieurs témoignages, que le Sun a prouvé 12 actes de violence de la part de Johnny Depp contre Amber Heard. Monsieur Depp a agressé Madame Heard. Il lui a notamment donné des coups de tête. Monsieur Depp a arraché des touffes de cheveux de la tête de Madame Heard. Johnny Depp fait appel et les juges disent non, on ne va même pas vous permettre de le faire parce que c'est imparable en fait la décision qui a été prise. En Angleterre, la justice a le droit de refuser un appel. Le jugement est implacable, pourtant il passe presque inaperçu.
Là, en l'occurrence, la décision était plutôt favorable à Amber Heard. Ça n'a en fait rien changé dans la réalité, quelque part, dans la perception que les gens avaient de la chose. I'm Andy Signor and I'm in shock, I'll be honest. Johnny Depp is absolutely 100% innocent of all of these allegations. Pour les masculinistes, la victime, c'est Johnny Depp. Johnny isn't a perfect man, but he's an honest one. Is it always Johnny's fault? It's always, of course. Why am I even asking? It's always Johnny. Ce qui est en jeu, c'est une guerre de récits, effectivement. Et qu'on peut imposer un récit ou une version de l'histoire, peu importe ce que la justice décide ou tranche. « 12 avril 2022. Ce procès est plus important que Depp. Ce que je veux faire, c'est détruire l'idée qu'il faut croire toutes les femmes. C'est ça qui compte. Le droit des hommes compte. » À quelques kilomètres de Washington, dans la petite ville de Fairfax, lieu d'impression du Washington Post, la justice américaine s'apprête à juger la plainte pour diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard. 5 ans après MeToo, c'est l'occasion pour les masculinistes de détruire un des fondements du mouvement, qui est de croire la parole des femmes. Chaque avancée d'égalité des sexes ou de liberté des femmes se traduit toujours par de la résistance. À quel moment se fait cette résistance? Pas dans les 3 premiers jours, pas dans les 3 premiers mois ou les 3 premières années où ce mouvement prend de l'ampleur. Mais quand on espère pouvoir contenir ce mouvement, voire arrêter ce mouvement. En ce début de procès, les pronostics donnent à nouveau Johnny Depp perdant. Dans la tribune du Washington Post, elle disait qu'elle avait été victime de violences domestiques. Donc, légalement, pour prouver que ce n'était pas de la diffamation, elle avait besoin de montrer juste une seule preuve de violence domestique. Le procès commence dans une quasi-indifférence. Mais cette fois, la justice américaine accepte que les débats soient télévisés. Une décision saluée par la défense de l'acteur. Ce procès, il ne faut pas oublier que c'était un procès pour diffamation, lancé par lui. Et donc c'était aussi à son avantage qu'il soit filmé, parce qu'il voulait redorer son blason. Et il savait très bien que ses fans allaient suivre sur les réseaux sociaux. Il y avait plein d'images disponibles. Et tout le monde y avait accès. Soit à la télé en regardant Court TV ou directement en streaming sur votre ordinateur. Hey, what's up, guys? Welcome to Lost Planning. Welcome. I know we've got a lot of people here. People are very excited. We are going to be watching the opening statements in the Johnny Depp Amber Heard case. Les soutiens de l'acteur, qu'il fasse partie du courant masculiniste ou pas, comprennent immédiatement que ces images mises à disposition par la justice américaine sont une arme sans égale. Un certain nombre d'entre eux en profitent pour les diffuser sur leur chaîne YouTube et organiser des lives avec des invités. Leur stratégie pour faire basculer l'opinion, commenter ces audiences et remplacer les médias traditionnels qui sont absents en ce début de procès. Dans ce vide-là, ils ont compris qu'ils avaient quelque chose à gagner, une audience à capter. Et donc, ils ont été les premiers à repomper le direct de ce procès-là pour l'exploiter en continu pendant des heures, de nombreuses heures. Joining me this morning is that umbrella guy. Hey there. How's it going, man? Oh man, I'm ready for this. À l'écran, en ce premier jour de procès, Requiet Talo, un youtubeur avocat du Midwest, et son invité, le fameux That Umbrella Guy, l'homme qui était en contact avec l'avocat de Johnny Depp. This thing's supposed to start in 7 minutes, but I don't have a ton of faith that they'll start on time. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Ils sont soupçonnés d'avoir lancé ensemble des campagnes de harcèlement anti-MeToo. Hey, there we are. There's the man himself, Johnny D. There's no audio from the court yet, but we do have a picture. That's a nice tie. I like that tie. It is. I like that ring too, man. Yeah, which one? The one that, oh gosh, she's looking. Dès les premières heures de l'audience, le succès est immédiat. 175 000 personnes suivent déjà le live de Requiet Talo sur YouTube. C'est presque autant que Court TV, le média officiel du procès. 175 000, c'est énorme. D'autant qu'il faut voir que, au-delà de ceux qui regardaient en direct, il y a ceux qui l'ont vu après coup. Mais surtout, les commentaires, pour la plupart misogynes et homophobes, s'accumulent. Juge lesbienne. Une femme juge, bon ou mauvais?
Cette juge ressemble à une sauvage. Your Honor, we call Mr. John C. Depp. All right. Here we go. Johnny Depp. Le 19 avril, 5e jour du procès, Johnny Depp est appelé à la barre pour la première fois. Johnny Depp a dû présenter sa version de l'affaire en premier. Ça a créé un élan en sa faveur dès le début. Pour les youtubeurs, c'est un moment historique et crucial. Good afternoon. Please tell the jury why you're here today. Yes. About 6 years ago, Miss Heard. Des milliers d'autres Américains cherchent à assister à l'audience, et en tapant procès Depp-Heard, ils tombent facilement sur les chaînes des youtubeurs masculinistes recommandées par l'algorithme. La stratégie, c'était de diffuser une tonne d'informations pour dominer les résultats de recherche. Comme ça, si vous tapiez « procès Johnny Depp Amber Heard » sur les réseaux sociaux, vous aviez plus de chances de trouver du contenu négatif parce que ceux qui s'organisaient au nom de Johnny Depp avaient déjà inondé le terrain. Résultat, des milliers de personnes visionnent du contenu fabriqué par les masculinistes. Des milliers de personnes, potentiellement influencées sans le savoir. Il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui regardaient les 8 heures de procès par jour, ou plus, et puis qui les résumaient pour tous ceux qui n'avaient pas le temps et qui ne s'informaient que sur les réseaux sociaux. Pour les youtubeurs, le procès Depp-Heard devient surtout une affaire rentable. Au fil des heures, des followers adeptes de la chaîne sont encouragés à verser des dons. Lead attorney, thank you for the huge chat. Says he hopes he tells us more about 21 Jump Street. Salute Ricado. Cheers, buddy. Je crois qu'une des raisons pour laquelle il y a une augmentation des contenus malveillants ou haineux, c'est parce que c'est rentable pour la plateforme et pour les youtubeurs. Avec Johnny Depp à la barre, ses soutiens ont déjà réussi à agréger toute une communauté. Et le procès ne fait que commencer. « 21 avril 2022. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. À l'audience, pour prouver la violence de l'acteur, les avocats d'Amber Heard montrent cette vidéo filmée par l'actrice où l'on voit Johnny Depp, très énervé, se servir un verre de vin chez lui un matin. Oh, you're crazy. You're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going? You got this going? Oh, really? Really? Cette vidéo, elle est choquante, elle est violente. C'est un document qui dépasse même cette affaire, quoi, qui a encore une fois une valeur potentiellement symbolique à l'égard des violences. Pendant le procès, on a voulu vérifier qu'il avait bien bu une méga pint, donc une pinte de vin, avant d'être violent avec Amber. You poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint? Yeah. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary. Sur les réseaux sociaux, le témoignage de Johnny Depp est repris massivement. Sur une plateforme en particulier, TikTok, la plateforme préférée des moins de 25 ans. TikTok est une application chinoise de partage, de chorégraphie, de jolis paysages ou avec des animaux. Donc c'est un contenu mainstream plutôt orienté pour les plus jeunes. Mais c'est quelque chose qui peut être aussi utilisé de façon plus idéologique et politique. Il y a des groupes militants qui peuvent s'emparer de cette plateforme-là pour essayer d'y diffuser leur message. En quelques minutes à peine, les militants pro-Depp transforment un élément à charge contre l'acteur en sa faveur et en font un sujet de ricanement. You poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint? A mega pint? A mega pint?
On voit Johnny Depp qui dit méga pint et ça a déclenché des centaines de millions de vues parce que tout le monde a fait du lip sync, donc du playback sur cette citation-là. La méga pinte devient une expression Mega pint of red wine. A mega pint. Et même un objet de consommation. Le rire, la dérision, parfois, peuvent être considérés comme une véritable arme, soit pour détruire un individu, soit pour soutenir quelqu'un qu'on considère comme un héros. Ce qu'on voit aussi, c'est la force du ricanement à travers un épisode comme ça. C'est une manière, effectivement, de balayer l'horreur de la situation, mais de balayer aussi, je crois que c'est vraiment important à dire, le positionnement moral à l'égard de la violence. Welcome, good logic and legal mindset. Nice to have you guys here. La veille déjà, les fidèles de l'acteur se délectent d'un autre épisode, raconté dans les journaux à scandale. What was the photograph of Mr. Depp? Yes. Say it. Celui des excréments dans le lit du couple. It was a You can't. There's no way to photograph of the bed, and on my side of the bed, was human fecal matter. Johnny Depp soutient qu'ils y ont été déposés par son ex-épouse. Amber Heard, elle, assure que ce sont ses chiens les responsables. Qu'importe la vérité, 5 minutes après le début de l'audition de Johnny Depp, le youtubeur masculiniste Rekieta Lo demande à son public de tweeter le plus possible un hashtag bien précis. Hashtag MePoo, la version scatologique de MeToo. Résultat, en quelques heures, le hashtag est partagé plus de 20 000 fois sur Twitter. Trending. Hashtag MePoo. Avec ce hashtag MePoo, il encapsule en lui-même un discrédit à la fois du mouvement MeToo, mais également de Amber Heard lors du procès. Dans la foulée, sur les réseaux sociaux, les moqueries contre Amber Heard se transforment en phénomène. Amber Heard devient Amber Turd, Amber Étron. Certains s'amusent à reproduire le lit en gâteau. If you're like me and probably everyone else in most of the world, you've been following the Johnny Depp and Amber Heard trial at least a little bit to know what this cake is here that I made. D'autres utilisent chaque phrase prononcée à l'audience pour rendre Johnny Depp sympathique. Isn't happy hour anytime? C'était du non-stop. Quand on regardait sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas un jour sans que ces hashtags sur Depp et Heard soient en tendance. Au fond, ce qui occupe l'espace, c'est le fait qu'on puisse dire n'importe quoi. Au fond, on ne demande pas à ce que ce soit vrai, on demande à ce que ça nous distrait, à ce que ce soit amusant. C'est pas simplement que c'est de la fiction, c'est que c'est du n'importe quoi. L'opinion commence à basculer. Les défenseurs de Depp ne s'en tiennent pas à leurs commentaires. Ils repartagent en masse une pétition en ligne qui demande le retrait d'Amber Heard du film Aquaman 2. Elle atteindra plus de 4 millions de signatures. C'est la pétition la plus signée au monde contre une personne. C'est-à-dire qu'ils sont capables de déplacer des montagnes pour nuire et détruire la carrière d'une femme. 2 semaines après le début du procès, quiconque ose défendre Amber Heard se fait désormais attaquer. La développeuse de jeux vidéo Brianna Wu l'observe en direct. Pour tout vous dire, je savais que ça se passerait mal. Je savais que ça allait être un bordel monstre. C'est dans ce quartier tranquille de la banlieue de Boston qu'elle a dû élire domicile après plusieurs déménagements forcés par des raids masculinistes. Depuis le début du procès, il y a pour elle un air de déjà-vu. Alors, ce 21 avril 2022, elle décide de publier un tweet pour alerter sur la campagne de harcèlement. Nous avons déjà vu avant le procès Johnny Depp-Amber Heard ce schéma de harcèlement. Ce mécanisme de haine en ligne, Brianna Wu le connaît. En 2014, elle a vu Internet s'embraser contre elle et subit un cyberharcèlement sans précédent.
son histoire est un archétype de la haine en ligne vécue par les femmes. Ils m'ont menacé de mort, ils m'ont menacé de viol, ils ont hacké mon compte en banque, ils ont menacé de tuer mon chien, ils ont complètement saboté toutes les évaluations des jeux que j'avais créés. Je parle de centaines de milliers de tweets de harcèlement. Dans un article de Newsweek, ils se sont demandé qui était la femme la plus harcelée en ligne. Et j'étais en haut de la liste. La raison, elle a été l'une des premières à appeler à plus d'égalité dans le milieu des jeux vidéo et à dénoncer les attaques sexistes. Ça a été vraiment l'une des premières campagnes numériques qui a démontré à quel point des jeunes hommes en colère pouvaient harceler, intimider et mettre en pièces la vie des femmes sur Internet. Le message qu'envoie cette campagne de harcèlement en ligne est le suivant. Si tu te plains, tu seras puni. Ils te traqueront et personne ne viendra te protéger. Pour la première fois sur les réseaux sociaux, les harceleurs à l'origine de la campagne contre Brianna Wu ont cherché des informations confidentielles sur leurs victimes. Des informations qu'ils ont ensuite publiées en ligne. Une technique de harcèlement appelée doxing. Devine quoi, salope? Je sais où tu habites. Avec ton mari, vous êtes au... Mon téléphone portable, mes adresses e-mail, ma plaque d'immatriculation, mon adresse personnelle, mon compte bancaire, tout mon historique de publications en ligne. Ils rendent tout ça public pour intimider leurs cibles. Le harcèlement qu'elle subit depuis 2014 n'a jamais pris fin. Il s'est même accentué avec le procès Depp Heard quand elle lance l'alerte le 21 avril. C'était vraiment dur de voir les femmes qui comptaient pour moi et qui avaient pris position en faveur d'Amber Heard se faire littéralement tabasser. Chaque jour, leur compte Twitter devenait un champ de bataille. Elles m'écrivaient en privé pour me dire « Je reçois des menaces de viol, de mort et de doxing ». C'était très similaire à ce que j'avais vécu. Et en voyant Amber Heard, même moi, je me disais, fais attention à ce que tu dis. Est-ce que tu as vraiment besoin de subir à nouveau des menaces de mort et de viol? Honnêtement, ça m'a vraiment donné envie de me taire. Sur les réseaux sociaux, les soutiens d'Amber Heard sont de plus en plus rares. Et les partisans de Johnny Depp vont trouver un nouvel allié, encore plus puissant. « 21 avril 2022, le même jour que la méga pinte. 10 jours après le début du procès, les masculinistes reçoivent un soutien de poids dans leur combat en faveur de Johnny Depp. Regardez le procès de Johnny Depp sur Rekieta Media. Jack Posobiec, proche de la alt-right, l'extrême droite américaine, pro-Donald Trump et complotiste, appelle ses centaines de milliers d'abonnés à suivre le direct de Rekieta Law. C'est quelqu'un qui vraiment fricote dans les cloaques de la désinformation américaine et de l'extrême droite. Il est souvent aussi associé à des mouvances, disons, suprémacistes blanches aux États-Unis. Après Rekieta Law, Jack Posobiec partage aussi les messages d'un autre personnage bien connu, That Umbrella Guy. Lorsqu'on est un influenceur masculiniste, un peu dans les marginalités, être soutenu par Posobiec, c'est absolument le jackpot. C'est l'assurance d'avoir des centaines de milliers d'autres influenceurs qui vont vous accompagner, vous suivre, vous donner de la visibilité, de l'attraction. L'alt-right et les masculinistes, deux sphères dont les contours s'entremêlent régulièrement. Les grands discours masculinistes construits idéologiquement sont portés essentiellement par les sphères d'extrême droite, qui sont d'ailleurs aussi les sphères conspirationnistes. Feminism isn't just about elevating women, it's about degrading men. We need to go back to burning women alive more. Deux sphères qui se retrouvent aussi sur les plateaux d'une chaîne en ligne ultra-conservatrice, le Daily Wire. Amber Heard is at fault. It has been absolutely ridiculous to see what that woman was allowed to do because she just flew under the radar of the Me Too movement. When a woman punches a man in the face, that's considered okay. And if a man punches a woman in the face, the man should go to jail for the rest of his life. Hello and welcome to the Daily Wire back. Pour les présentateurs du Daily Wire,
l'affrontement entre Johnny Depp et Amber Heard est l'occasion d'infuser la société de thèses masculinistes et d'agréger une nouvelle communauté, en particulier sur Facebook et Instagram. Quand le Daily Wire publie ce contenu qui attaque Amber Heard, le public adore. Il en redemande. Et cela fait boule de neige. Du coup, la conversation sur Facebook est globalement dominée par cette vision très conservatrice du procès Heard-Depp. Pour attirer encore plus de monde, le Daily Wire utilise un outil mis à disposition par les deux plateformes, les posts sponsorisés. Selon ces documents du groupe Meta, le Daily Wire dépense plus de 35 000 $ pour que ces articles traitant de Johnny Depp et Amber Heard soient mis en avant sur les fils d'actualité de ces plateformes. Facebook a un dispositif de publicité en ligne spécifique qui permet de faire ce qu'on appelle un profiling ou un ciblage extrêmement fin de ceux à qui on veut exposer certaines publicités. Le Daily Wire a publié plus de 2500 messages sur le procès d'Amber Heard. Et ça leur a fait gagner 6 millions d'impressions sur des fils d'actualité Facebook. C'est astronomique. Ça a eu un impact énorme sur la façon dont ce procès a été discuté sur Facebook. Et parmi ces articles, une fausse information qui participe à faire basculer l'opinion. Une fausse information sponsorisée 8 fois pendant un mois. Selon le Daily Wire, Johnny Depp aurait démontré son innocence pendant le procès de Londres sur 12 des 14 faits qui lui étaient reprochés, soit l'exact inverse de la réalité. Résultat, ça a créé un environnement dans lequel Johnny Depp est devenu une sorte de héros populaire du mouvement pour les droits des hommes. Le procès en est alors à sa 4e semaine et Amber Heard n'a toujours pas parlé. 22 avril 2022. She's an actor. Do you honestly think she would have left her apartment ever without makeup? Do you think that she ever would have wanted other people to see her bruises and her cuts? La présentation à l'audience d'une palette de maquillage par l'avocate d'Amber Heard affole les réseaux sociaux et fait le tour du monde. This is what Amber carried in her purse for the entire relationship with Johnny Depp. L'avocate utilise cette palette de la marque Milani pour les besoins de sa démonstration. Mais le produit qu'elle montre n'est pas précisément celui d'Amber Heard. L'avocate ne parlait pas de cette palette en particulier, mais imageait, si vous voulez, le fait que Amber Heard était contrainte de se maquiller avec ce type de palette. Au procès, ce n'était même pas un enjeu de discussion, personne n'a rebondi dessus. Pourtant, c'est l'histoire de cette palette qui fait complètement basculer l'opinion. Ce 22 avril, la marque de maquillage Milani publie une vidéo sur TikTok. Selon l'entreprise de cosmétiques, la palette n'était pas commercialisée au moment des faits dénoncés par l'actrice. La vidéo de la marque laisse penser qu'Amber Heard aurait menti. La marque a fait un TikTok pour expliquer que cette palette avait été commercialisée qu'en 2017, alors que les faits racontés par l'avocate dataient de 2016. Donc en fait, il y a un coup médiatique de cette entreprise qui surfe sur cette tendance. Cette vidéo, elle a généré 5,7 millions de vues sur TikTok. Se ranger du côté de Johnny Depp, c'est attirer le capital sympathie de millions d'internautes et de jeunes, donc de potentiels acheteurs. Le démenti d'Amber Heard n'y change rien. Yeah, this is what I was talking about as a color correction kit. This is not obviously the exact one I used to carry. C'est devenu aux yeux de tout le monde une menteuse et Johnny Depp est devenu la victime. A makeup brand has caught Amber Heard in a lie. Oh my god. Sur TikTok, les réactions à l'encontre de l'actrice se multiplient et tournent en boucle. Amber Heard just got exposed in another big lie from her court case with Johnny Depp. What do you think? Très vite, la vidéo est reprise telle une vraie information par tous les médias traditionnels, comme s'il s'agissait d'un rebondissement majeur du procès. Après l'épisode de la palette, l'opinion publique en général est persuadée qu'Amber Heard est une menteuse, surtout les plus jeunes sur TikTok. C'est dans ce contexte que le 4 mai 2022, l'actrice est appelée à la barre.
I struggle to find the words to describe how painful this is. This is horrible for me to sit here for weeks and relive everything. Dès les premières secondes de la diffusion de son témoignage, Yes, it's Amber Laura Heard. chaque geste, chaque phrase d'Amber Heard deviennent des prétextes pour l'humilier. That's correct. Quand elle raconte les coups qu'elle dit avoir reçus de Johnny Depp, elle est traitée de menteuse. I was walking out of the bedroom, slapped me across the face. I turned to look at him, and I said, "Johnny, you hit me." Quand elle se mouche, elle est soupçonnée de prendre de la cocaïne en pleine audience. En quelques heures à peine, les anti-Heard inondent TikTok de vidéos la parodiant. Il y a la dimension punition collective. Là, j'ai vraiment l'impression d'être autour du bûcher de la place du village où tout le monde peut assister à la destruction de quelqu'un. Pour produire leurs parodies, comme celle sur la cocaïne, la plupart d'entre eux utilisent un outil mis à disposition par la plateforme, la fonction son original. Sur TikTok, les contenus sont poussés avec la bande sonore. C'est-à-dire que la bande sonore fonctionne comme un hashtag. Vous avez votre cadre TikTok et en dessous, vous avez le son qui est utilisé. Vous cliquez dessus et ça vous renvoie vers toutes les vidéos qui utilisent ce son-là. Et c'est ce qui s'est passé pour le procès. Des internautes ont pu extraire la bande-son et faire de ça une parodie. The next thing I remember, I always been over backwards on the bar, meaning my chest was up. Le 5 mai, la haine anti-Amber Heard sur TikTok atteint son paroxysme. Ce jour-là, elle raconte le viol conjugal qu'elle dit avoir subi. I felt this pressure. On my pubic bone. He said he was punching me. Johnny Depp l'aurait violée avec une bouteille de vodka, ce qu'il dément. En réponse, il assure que c'est Amber Heard qui lui aurait jeté une bouteille et lui aurait coupé le doigt. La version d'Amber Heard est immédiatement moquée. This is hilarious, y'all. I can't do this. Là encore, la bande sonore de sa voix est isolée, puis reprise par des milliers de personnes sur TikTok dans le monde entier. Johnny had the bottle inside of me. 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 La machine était déjà lancée et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait des gamins de 14 ans en train de faire des vidéos TikTok dans leur chambre qui imitaient Amber Heard en train de pleurer alors qu'elle racontait des récits de violence conjugale. C'est un signal assez inquiétant que ça envoie à la société, de voir à quel point des communautés peuvent s'approprier un contenu lié à un viol conjugal et qui arrive à transformer ça en une sorte de bourrasque de rire et de faire de l'audience virale en se foutant de la gueule de victimes, tout simplement. Après son témoignage, Amber Heard devient l'une des femmes les plus détestées des États-Unis. Elle incarnait plein de choses qui, dans l'imaginaire collectif, n'allaient pas. C'est-à-dire, c'est vraiment l'archétype de la blonde froide. Elle a sans doute également frappé Johnny Depp. Elle a eu des paroles qu'on a découvertes au procès qui n'étaient pas OK, et ça, personne ne l'a nié, et surtout pas les féministes. Mais les gens sont dans une vision très, très manichéenne de ce que doit être une bonne victime de violence, et elle ne correspondait pas à ça. Au moment où l'opinion se retourne contre Amber Heard, Nina Jankovic, qui vient de sortir un livre sur le harcèlement des femmes sur Internet, est nommée par Joe Biden à la Maison-Blanche. La façon dont Amber Heard a été traitée et continue d'être traitée est quelque chose qui m'a beaucoup pesé. Au sein du ministère de l'Intérieur, son cabinet est chargé de contrer la désinformation et les attaques ciblées sur Internet. Mais dès sa prise de fonction, les hommes qu'elle cible se retournent contre elle. Enceinte de plus de 8 mois, elle est victime d'un raid numérique.
Putain, tu sers à rien, mais t'as de sacrés loches. C'est le sac à sperme de Joe Biden. Nina Jankovic commet mensonge et trahison. Elle en paiera le prix. Les gens ont fouillé dans ma vie personnelle. Ils se sont attaqués à mon apparence. Dans un tweet, on disait que j'étais un travelot. Et dans celui d'après, quelqu'un disait « J'adorerais voir ses lèvres rouges autour de ma bite ». Beaucoup d'hommes disaient « Allez, arrête de t'occuper de la sécurité intérieure. Va faire des bébés ». Face à l'enjeu politique et à la violence de la charge, l'administration Biden décide de mettre fin aux activités du cabinet 3 semaines seulement après sa création. Tout a été détruit parce que les gens ont peur de réagir face à ce genre d'attaque. Et il y a très peu de recours, que ce soit de la part du gouvernement ou des plateformes sociales qui répondent très rarement à ce genre d'attaque. Beaucoup de gens m'ont dit que ce n'était que de la politique. Mais la plupart des personnes qui me disent cela sont des hommes. Je ne crois pas qu'on leur ait déjà parlé de leur statut reproductif, ou de l'aspect de leurs cheveux, de la taille de leurs seins. Le gouvernement suspend la lutte contre la désinformation et le harcèlement en ligne. Et Nina Jankovic démissionne de la Maison-Blanche. Au même moment, à Fairfax, le procès Depp Heard touche à sa fin. Cela montre qu'une femme qui affirme publiquement qu'elle a été traitée injustement sera toujours dans une position désavantageuse. Même si on est connu, même si on est une femme plutôt riche, on sera toujours perdante face à l'opinion publique. Okay. 1er juin 2022. And it goes to the clerk. Looks like she's now approved it. I got my mega pint ready. Oh my God. Is this the verdict of the jury? Yes. All right, is it unanimous? Yes. Thank you, sir. Jamie? Come on, 50. Oh man, here we go. Please, God, let me read it. In civil case number CL 2019. Après 7 semaines d'audience, Rekieta Law, That Umbrella Guy et d'autres masculinistes se préparent à l'énoncé du verdict. Answer. Yes. Yes, it's false! Oh my God, he won! Oh my God! Oh! À chaque point en faveur de Johnny Depp, ils exultent. As against Amber Heard, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $10 million. Le procès de Johnny Depp Amber Heard, c'était du pain béni pour les masculinistes parce que ça leur a prouvé que le complot féministe existait et que les femmes pouvaient être menteuses, etc. It's a great day for men. Oh my God. Great day for male victims. Oh my God. Ça crée un précédent pour toutes les femmes. Les victimes de viol ou même les victimes de toutes sortes d'agressions misogynes vont continuer à ne plus oser s'exprimer. Elles seront moins disposées à porter plainte à cause de ce qui s'est passé. Le premier geste de l'acteur, s'inscrire sur TikTok pour remercier ses soutiens. Sa vidéo déclenche plus de 10 millions de likes et des centaines de milliers de commentaires. Johnny Depp, qui dément toute violence envers Amber Heard, fait figure de héros. Et sur les réseaux sociaux, les comptes de masculinistes qui le soutiennent n'ont jamais eu autant de succès, dont celui d'un certain Andrew Tate. We look at Amber Heard and Johnny Depp. There's been a lot of high-profile cases where men have been accused of things they did not do without evidence, and their lives have been completely and utterly destroyed. Right. If a woman is going out with a man, she belongs to that man. That's his woman. And empowering females is the easiest way to weaken the will of men. C'est un champion international de kickboxing qui a ensuite créé son académie masculiniste pour apprendre aux hommes à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Donc selon Andrew Tate, ce que veut un homme, c'est du pouvoir, de l'argent et des femmes. Donc les trois sont souvent liés, mais voilà, c'est ce qu'il pense que les hommes veulent en 2022 et il prétend être un coach de vie. C'est un bel homme, il se balade en Bugatti, il a l'air d'adorer ce style de vie, de sortir avec toutes ces femmes splendides.
Mais on le voit partout. Et il donne un tournant sexiste à tout ce qu'il raconte. In the modern world, if I meet a girl who's 33 and single, I know the amount of dick that's been through her before me is just simply unattractive. Sur TikTok, le hashtag Andrew Tate cumule près de 14 milliards de vues. Et sur Twitter, son compte présente plus de 4,5 millions d'abonnés. Fin décembre 2022, Andrew Tate est arrêté en Roumanie, soupçonné de trafic d'êtres humains. Mais ces contenus continuent d'être repartagés par des anonymes qui les mettent en ligne. Si vous êtes le parent d'un jeune garçon, je vous recommande vivement d'aller regarder ce qu'il consomme en ligne. Parce qu'il y a tellement de chaînes Twitch, de chaînes YouTube, de podcasts, de communautés Reddit qui sont consacrées uniquement à parler aux jeunes hommes et à les radicaliser. Et je crois que c'est effrayant d'être parent en ce moment. C'est eux qui ont gagné. C'est les masculinistes qui ont gagné. Ils ont gagné en tant que discours, en tant que pensée. En tant que manière aussi d'agir sur les réseaux sociaux et de silencier les victimes. Pour la première fois depuis le début de MeToo, alors que la parole masculiniste se répand, une question se pose. Le verdict signe-t-il la fin du mouvement ? Ce procès a décomplexé la parole de réaction à MeToo, la parole de discrédit à l'égard de la parole des femmes, a aussi décomplexé une posture qui dit que finalement les féministes vont trop loin. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça n'est pas simplement qu'il y aurait une chronologie avec un progrès, puis une régression, puis un progrès, puis une régression. En fait, c'est une bataille permanente, avec des moments, bien sûr, où le champ de bataille, eh bien, il est particulièrement violent. Une bataille qui s'est massivement organisée sur les réseaux sociaux. Des réseaux auxquels le jury de Fairfax a pu avoir accès. C'est compliqué, vous savez. Le jury n'est pas censé regarder les médias. Mais bien sûr qu'ils le font. Or, si les jurés savaient que Johnny Depp était massivement soutenu et Amber Heard humiliée, ils pouvaient aussi se dire que s'ils penchaient pour elle, le monde entier allait les détester et être contre eux. Les réseaux sociaux ont une grande influence sur nous. Les plateformes sociales pouvaient-elles empêcher un tel flot de désinformation et de manipulation ? Je crois que le procès Depp Heard a montré une fois pour toutes que la manière dont les plateformes sociales fonctionnent donnera toujours l'avantage à la misogynie et à la haine des femmes. Je crois qu'on peut rire de tout. On peut avoir des débats de société qui soient subversifs et qui dépassent les limites en restant sceptiques. Mais il y a quelque chose en nous, en tant qu'individus, en tant qu'humanité, qui doit être protégé et examiné. C'est tout simplement notre droit à vivre sans la peur. Peur de dire ce que l'on pense ou peur de marcher dans la rue. C'est ça qui est en jeu, là. Les avocats de Johnny Depp n'ont pas accepté nos demandes d'entretien. Depuis la fin du procès, l'acteur a retrouvé les plateaux de tournage. Amber Heard, elle, vivrait désormais sous un faux nom en Espagne, loin d'Hollywood. L'affaire Johnny Depp-Amber Heard, la justice à l'épreuve des réseaux sociaux, documentaire signé Cécile Delarue avec François Benessiano et produit par Babel Doc et Together Media. Pour poursuivre la discussion avec nous ce soir, 3 femmes, 3 regards pour dépasser cette histoire et prendre encore un peu plus la mesure des conséquences de ce procès. D'abord une journaliste et militante féministe qui a suivi de très près ce procès et qu'on a vu d'ailleurs dans le documentaire. Bonsoir Constance Villanova, merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. J'accueille également Christelle Tarot. Bonsoir, bienvenue, historienne, militante féministe, vous aussi. Vous avez dirigé cette somme
qui est là, Féminicide, une histoire mondiale à la découverte, qui retrace autant l'histoire des faits que celle des représentations, pour en finir enfin avec le patriarcat. Et vous parlez notamment d'un continuum féminicidaire, c'est-à-dire justement comment une société permet et autorise la violence contre les femmes, et qui résonne d'ailleurs beaucoup avec ce documentaire. Et puis je termine volontairement les présentations avec vous, Hélène Devinck, bonsoir. Bonsoir. Parce que c'est avec vous que je voulais commencer cette discussion. Journaliste, scénariste, vous êtes l'une des très nombreuses femmes qui accusent de viol ou d'agression sexuelle l'ancien présentateur de TF1 Patrick Poivre d'Arvor. Vous avez pris la parole, raconté votre histoire dans un livre, Impunité, publié au Seuil. Évidemment, chaque histoire est différente. Évidemment, vous n'êtes pas Amber Heard, mais il y a des points communs entre son histoire et la vôtre. Un homme célèbre, accusé de violence sexuelle ou autre violence, qui porte plainte contre sa ou ses accusatrices. Quand vous regardez un documentaire comme celui qu'on vient de voir, est-ce que ça fait écho d'abord à votre propre histoire ? Alors, quand même, faut relativiser. C'est-à-dire que nous, on n'a pas été, comme elle, victime d'une lapidation publique aussi spectaculaire. Mais il y a beaucoup de points communs. Quand on voit Johnny Depp, qui est une star déclinante, et elle, une petite starlette montante, on va dire, il y a tout le déséquilibre et la domination qui s'installe déjà dans la position des uns et des autres. Nous, on a parlé d'un homme qui était, ou qui a été en tout cas, un des hommes les plus connus de France, et qui était aussi un homme très respectable, c'est-à-dire catholique, on l'a appelé le gendre idéal. Et donc, pour faire entendre nos paroles, il a fallu quand même beaucoup se battre et traverser, on va dire, les cercles de feu de la calomnie et du discrédit, pas à la hauteur de Amber Heard, mais il y en a eu quand même. Et est-ce que vous dites aussi, vous et les autres femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor, je me suis attaqué à une montagne, et s'il y a procès, ce qui n'est pas encore le cas ici en France, l'instruction est encore en cours, je peux le perdre, ce procès en diffamation, moi aussi. Alors, le point commun, c'est que le procès pour les viols et les agressions, pour l'instant, nous, on en est très loin. Parce que la plupart des accusations sont prescrites, qu'il y a encore une instruction en cours, il y a encore une enquête préliminaire, mais enfin, il n'est pas non plus tout jeune, donc le temps que ça arrive dans une cour d'assises, on n'est pas du tout sûr d'y arriver. En revanche, lui, il nous attaque. Ouais. Il nous a attaqué. Comme Johnny Depp a attaqué Amber Heard. Exactement, c'est la même chose. Il a attaqué en diffamation Le Parisien et Libération, et il nous attaque, nous, 16 d'entre nous, en dénonciation calomnieuse. Donc on peut toujours espérer un procès qu'il aura provoqué, mais ce sera un procès quand même, et on espère pouvoir un jour dire ce qui nous est arrivé devant la justice. Et dans ce livre, vous dites, d'ailleurs, je vous cite, la diffamation, la menace de la diffamation pèse sur chacun de mes mots. C'est l'espèce de double peine aussi, c'est-à-dire que c'est vous qui racontez ces histoires atroces, et c'est vous qui avez peur de la diffamation derrière. En fait, on dit que c'est des procédures bâillons, c'est même des procédures de représailles. Et dans l'histoire Johnny Depp-Amber Heard, on le voit à une échelle mondiale énorme. C'est-à-dire que ce qu'on lui reproche à Amber Heard, c'est d'avoir parlé et d'avoir voulu que sa parole soit active. Dans cette tribune qu'elle publie, elle dit « Je suis victime de violences conjugales et je suis calomniée pour ça ». Et c'est ça qu'on lui reproche en réalité. C'est-à-dire que la société est violemment contre les violences, le viol ou les violences conjugales. Personne ne va défendre ça. Mais elle est également contre les femmes qui parlent. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Christelle Tarot, est-ce que ça fait écho d'ailleurs à tout votre travail autour des violences, des féminicides? Est-ce que ce procès s'inscrit dans cette histoire dont vous parlez? Oui, évidemment, c'est malheureusement une exemplification parfaite du continuum féminicidaire. Mais plusieurs choses m'ont frappée en fait dans le documentaire, en particulier lorsqu'on comprend que non seulement Amber Heard est complètement silenciée, l'objectif c'est d'éradiquer totalement la légitimité de sa parole, de son discours et de son récit. Donc il y a une forme de silenciation extrêmement puissante qui est activée en fait par des réseaux masculinistes. Et ça c'est très important parce qu'en réalité on voit bien au travers de l'enquête qui est menée que lorsque Johnny Depp attaque le Sun et qui a ce procès en Angleterre, il le perd. Il le perd pour des raisons très objectives. C'est-à-dire que les différents chefs d'accusation qui lui sont reprochés sont clairement
définie comme réelle. 12 sur 14. 12 sur 14. 12 sur 14. Elle est donc bien victime pour la justice britannique de violences par partenaire intime. Ensuite, ça repart aux États-Unis dans un contexte qui est complètement différent, où il y a une hystérisation du débat au travers de ce lynchage médiatique qui est épouvantable. Et ce qui est très bien décortiqué, en fait, c'est comment ces réseaux masculinistes arrivent en fait à retourner l'opinion publique et à faire croire, à accréditer la théorie de la symétrie de la violence. Et pour moi, c'est très important d'affirmer qu'il n'y a pas de symétrie de la violence, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas exercé une certaine forme de violence, mais qu'il y a une violence de protection, d'une certaine manière. Mais en fait, au final, ce qu'on observe grâce à ces réseaux masculinistes, c'est que finalement, eh bien, c'est normal qu'elle soit punie, puisque c'est une femme dérogeante. Ce n'est pas une victime idéale, Amber Heard, n'est-ce pas ? C'est même tout à fait le contraire. Elle déroge à plein de niveaux. Elle est accusée, bien sûr, d'être une voleuse de fortune, de profiter de son entre-gens, si j'ose dire. De la célébrité de Johnny Depp pour et d'être aussi une briseuse de ménage, ce qui, dans le contexte états-unien, est extrêmement plus puissant que dans le nôtre. Intéressant cette histoire de victime imparfaite, Constance Villanova. Elle rentre pas dans la... En fait, c'est pas une noix blanche, c'est-à-dire que c'est une femme qui a répondu aussi à la violence par la violence. On l'a vu, voilà, il y a eu certaines preuves. C'est une femme qui a eu des relations avec des femmes aussi, donc elle n'est pas parfaite et elle ne correspond pas donc au mythe de la femme victime. Et lui, ce qui est assez, on le voit vraiment dans le documentaire, c'est que lui, il y a aussi un mythe autour de lui. Il y a une romantisation des violences parce qu'on est face à un acteur que les fans n'arrivent pas à séparer de ses personnages en fait. Et comme il a ce côté un peu rock'n'roll, moi ça m'a fait penser à l'affaire Bertrand Cantat en fait, parce qu'on a romantisé les violences. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé mentale. On avait dit d'ailleurs, pardon, mais à l'époque de Cantat, on avait aussi dit que Marie Trintignant avait aussi été violente. Enfin, ce sont des choses qui reviennent à chaque fois. C'est ça. Et il y a vraiment ce côté écorché vif et ce côté outsider, et on confond ces personnages, les rôles qu'il a joués avec lui-même. Mais ça veut dire aussi, je reviens à la question de la victime parfaite ou imparfaite, que pour être une victime acceptable, encore aujourd'hui, il faut être une victime absolument parfaite, Hélène Devin. Ça n'existe pas, la victime acceptable. Une victime n'est jamais acceptable. Une femme, quand elle parle et qu'elle dénonce des violences masculines, déjà, elle est plus dans les clous. La victime parfaite, c'est un espèce de mythe qui est là pour dissimuler les violences en réalité. Vous l'avez vécu, ça aussi, vous, le côté, vous n'êtes pas des oies blanches, vous avez... Bien sûr. Ça fait partie de la défense de Patrick Poivre d'Arvor. C'est-à-dire, quand il nous attaque en dénonciation calomnieuse, il fait des listes de tout ce qu'on peut nous reprocher. Moi, il disait que j'étais pas farouche avec les hommes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, être farouche. Ça veut dire qu'il faut disparaître. Il faut avoir peur, Mais ce qui s'est passé dans notre histoire, qui est un éclairage sur ce qui arrive peut-être à Amber Heard, c'est que nous, on est des dizaines. Et à chaque fois que l'une d'entre nous a été un peu plus isolée, en tout cas dans la parole qu'elle portait, c'est-à-dire Florence Porcel au début, quand elle était seule, moi, quand j'ai écrit ce livre, à chaque fois, on en a pris plein la gueule, on va dire. Parce que dès qu'une femme est isolée, seule, alors elle est discréditée. Ce qui est terrible dans ce reportage, c'est la puissance du sarcasme, la puissance d'une espèce d'humour qui discrédite tout. Moi, mon cœur se tord quand je la vois raconter son viol et ce qu'on fait de ce récit. Le récit d'un viol en public comme ça, c'est une chose atroce à faire, à dire, à vivre. Et on voit son émotion. Et son émotion même est discréditée. C'est-à-dire, si elle avait été froide, on aurait dit elle est trop froide. Si elle pleure, elle fait semblant de pleurer. Les bleus, c'est du maquillage. Tout est discrédité. À partir du moment où on parle, on est forcément, et nous on y a eu droit aussi, manipulatrice, vénale, menteuse. Et ça... Quand vous dites qu'on en prend plein la gueule, ça veut dire quoi ? Vous avez vécu ce même type de mécanisme sur les réseaux sociaux notamment, par exemple. Il faut savoir que quand votre portrait dans Le Monde a été diffusé, ils ont désactivé les commentaires, je crois, parce que c'était trop haineux. Trop haineux. Ouais, même quand on a publié des tribunes dans Le Monde où on racontait nos histoires, à chaque fois les commentaires étaient terribles, assassins. C'est-à-dire on nous dit par exemple, pourquoi vous avez attendu si longtemps pour parler ? Mais c'est les mêmes
qui nous auraient étripés si on avait parlé avant. C'est-à-dire, c'est les mêmes qui vous font taire tout le temps. Dès qu'une femme prend la parole pour dire ça, elle est de toute façon calomniée. Il y a un côté, Christelle Tarot, bûcher des vanités à l'heure des réseaux sociaux. Un bûcher, c'est-à-dire qu'on met les femmes sont en gros brûlées en place publique. À l'époque, c'était l'époque des sorcières, c'est ce qu'on faisait. Aujourd'hui, ce sont les réseaux. Oui, mais pas toutes les femmes. Ça, je pense que c'est important de le préciser parce que les réseaux masculinistes et les masculinistes en général ne haïssent pas toutes les femmes. Ils haïssent des catégories de femmes qu'ils jugent non compatibles avec, l'image qu'ils se font d'eux-mêmes et l'image qu'ils se font de nous. Et donc, évidemment, Amber Heard, elle ne rentre pas du tout dans cette catégorie de femmes idéales. Et il faut comprendre que la misogynie, elle a toujours deux volets. Il y a une misogynie hostile, violente, haineuse, et là on la voit parfaitement en action, parce qu'il faut imaginer ce que cette femme a vécu tous les jours, des centaines de tweets, de mails, de je ne sais quoi, qui appellent à son meurtre, à la dépecer, à la brûler, à la violer, etc. Non mais c'est juste invraisemblable. Et puis il y a ce qu'on pourrait définir comme une misogynie bienveillante, qui consiste à dire quand une femme est à sa place, quand c'est une véritable femme, quand elle se comporte comme elle doit se comporter, alors elle peut faire l'objet de qualificatifs bienveillants et d'une certaine tolérance. Mais dès qu'on déroge, dès qu'on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, selon la définition qui est donnée de nous-mêmes par ces réseaux, eh bien on punit. La punition est terriblement élevée. Donc, il peut s'agir d'un lynchage médiatique, bien évidemment. Il peut s'agir d'un attentat masculiniste qui ponctue l'histoire contemporaine, évidemment, comme ce qui s'est passé le 6 décembre 89 à Montréal avec l'exécution. Il s'agit d'une exécution, je le précise, de 14 jeunes filles de l'école polytechnique de Montréal. Et on voit aussi ça dans le documentaire, avec d'autres terroristes masculinistes. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, ce qui est très important, c'est qu'en fait, c'est un régime de terreur qui vise à interdire la parole des femmes. Et en fait, on se rend compte que ce régime de terreur fonctionne très bien parce que quand on a vécu ça une fois, je pense, on y pense à plusieurs fois avant de se lancer dans une nouvelle bataille. Est-ce contraire un commencement? Et comme souvent, les commencements sont difficiles. Donc, nous sommes dans une période difficile, mais il faut noter que à chaque fois qu'il y a des pics de violence antiféministes, et donc anti-femmes le plus souvent, c'est parce que justement le combat des femmes, et je rappelle que les droits des femmes sont les droits des combats des femmes essentiellement, ont largement progressé. Donc moi je suis plutôt optimiste parce que j'observe la création de plus en plus importante ici et ailleurs de sororités qui sont des espaces formidables d'expertise, de partage, de solidarité, de parole. Et je crois aussi beaucoup aux sororités inclusives. Et nous constituons ici une sororité inclusive parce que nous avons fait de vous notre sœur. Et c'est très important parce que souvent on présente le combat des femmes comme un combat contre les hommes. Or, nous menons un combat pour construire un monde respirable pour toutes et tous. Et c'est tout à fait différent. Et je crois que c'est vraiment important de le préciser. Et donc moi, je crois que nous sommes au début de quelque chose de formidable, au contraire. Et je pense que c'est une magnifique conclusion à ce plateau. Merci beaucoup d'être venues toutes les trois discuter, prolonger le débat après ce documentaire. Hélène Devinck, votre livre Impunité, qui est, je le dis, très important à lire, publié au Seuil. Merci à vous, Constance Villanova, d'être venue ce soir. Et merci Christelle Tarot, Féminicide, une histoire mondiale, c'est vous qui l'avez dirigé, publié aux éditions La Découverte. Merci encore, c'est la fin de cette soirée, en partenariat avec le magazine Marie-Claire et avec France Info. La Fabrique du Mensonge revient très bientôt sur France 5 et merci infiniment à vous pour votre fidélité. Merci. France 5 vous a présenté La Fabrique du Mensonge, en partenariat avec Marie-Claire et France Info.